Je suis maçonne, 30 ans, architecte à succès. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été le second choix de ma mère par rapport à mon frère Ethan. La preuve ultime, elle a choisi d'assister à la fête du 10e anniversaire de mariage de mon frère plutôt qu'à mon propre mariage. Ce n'était qu'un moment parmi tant d'autres où je n'avais pas assez d'importance. Mais tout a changé lorsque l'héritage de ma grand-mère a complètement sauté ma mère. Maintenant, elle me supplie soudain de lui pardonner. Avant d'entrer dans cette histoire qui a changé ma famille pour toujours, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite vous montrera qu'il n'est jamais trop tard pour vous défendre. En grandissant dans la banlieue de Chicago, j'ai remarqué très tôt la différence de traitement de ma mère envers moi et mon frère Ethan. Notre maison était assez agréable, une coloniale à 2 étages dans un bon quartier scolaire que mon père travaillait des heures supplémentaires pour se permettre. Papa était un ingénieur qui travaillait souvent tard, laissant maman s'occuper de la plupart des tâches parentales quotidiennes. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ethan avait 4 ans de plus que moi. Et depuis mes plus lointains souvenirs, il était clairement l'enfant chéri. Sa chambre avait le papier peint à thème spatial qu'il voulait, tandis que la mienne est restée le bleu basique que mes parents avaient choisi avant ma naissance. À Noël, la pile de cadeaux d'Ethan dépassait toujours la mienne. J'essayais de ne pas compter, mais les enfants remarquent ces choses. Ethan a besoin de plus parce qu'il est plus âgé, expliquait maman quand je posais la question, mais cette explication a commencé à s'épuiser à mesure que le schéma se répétait année après année. La première fois que j'ai vraiment compris que quelque chose n'allait pas, c'était pour mon 8e anniversaire. Maman avait promis une journée spéciale avec une fête sur le thème de la magie, car j'étais récemment devenu obsédé par les tours de cartes. Papa avait même engagé un magicien local pour faire un spectacle. Mes amis sont arrivés. Nous avons joué à des jeux et tout se passait très bien jusqu'à la moitié de la fête. Maçonne, chérie, m'a dit maman en me tirant à part pendant que mes amis mangeaient du gâteau. Je dois m'absenter un petit moment. Ton frère a besoin d'aide pour son projet de science qui doit être rendu demain. Je me souviens l'avoir regardée, ma fourchette à gâteau à la main, essayant de comprendre ce qu'elle disait, mais c'est ma fête d'anniversaire. Papa est là, et le magicien est sur le point de commencer. Je serai de retour avant la fin. Elle m'a embrassé rapidement le front. Le projet d'Ethan compte pour 30% de sa note. Elle n'est revenue qu'après le départ de tous mes amis. Papa a essayé de compenser, m'aidant à ouvrir mes cadeaux et faisant tout un plat de chacun d'eux. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que si ça avait été l'anniversaire d'Ethan, maman n'aurait pas bougé pour rien au monde. En grandissant, le schéma est devenu plus prononcé. J'étais en fait le meilleur élève, ramenant constamment des A, tandis qu'Ethan avait du mal à maintenir des B et des C. Mais d'une manière ou d'une autre, le C+ d'Ethan en maths méritait une célébration et un dîner spécial. Tandis que mon bulletin avec des A me valait un rapide bon travail et ensuite des questions sur pourquoi je ne participais pas à plus d'activités parascolaires comme mon frère. Ton frère est si équilibré, disait maman, les universités recherchent plus que de bonnes notes, maçonne. La vérité était que j'avais des intérêts et des talents. J'adorais dessiner et j'avais un œil naturel pour le design et l'architecture. En 6e, je remplissais des carnets de croquis de conception de bâtiments. Mon professeur d'art, Madame Lawson, a même appelé mes parents pour leur parler de m'inscrire à des programmes spéciaux d'architecture le week-end pour les élèves doués. Papa a trouvé que c'était une excellente idée. Maman a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre, malgré le fait qu'elle trouvait de l'argent pour la 3e tentative d'Ethan au cours de guitare ce même mois. Quand j'avais 12 ans, ma grand-mère Eleanor a commencé à remarquer la disparité dans la façon dont nous étions traités. Grand-mère Eleanor était la mère de mon père, une femme vive et élégante qui avait géré avec succès l'entreprise immobilière de mon grand-père après sa mort prématurée. Elle vivait à environ 1 heure de route et a commencé à m'inviter à rester chez elle le week-end. « Tu as un œil spécial, maçonne », m'a-t-elle dit une fois alors que je dessinais sa maison. « Tout le monde ne peut pas voir les espaces comme toi. » Ces week-ends avec grand-mère Eleanor sont devenus mon refuge. Elle m'a emmené dans des musées, m'a acheté du matériel de dessin approprié et m'a réellement écouté quand je parlais de mes rêves de devenir architecte. Quand je lui montrais mes créations, elle posait des questions et offrait des suggestions plutôt que de simplement me tapoter la tête et de changer de sujet pour parler de quelque chose qu'Ethan avait fait. À la maison, la dynamique a continué. Quand j'avais 14 ans,
j'ai remporté la première place d'un concours de design d'État pour les étudiants. La cérémonie de remise des prix avait lieu un jeudi soir et j'étais ravi que mes deux parents soient là. Je suis désolé ma sonne, a dit maman le matin de la cérémonie. Ethan a un match de basket ce soir et tu sais à quel point le soutien de l'équipe est important. Papa est venu seul à ma cérémonie et m'a emmené manger une glace après pour célébrer. Je suis fier de toi, mon fils, a-t-il dit, vraiment fier. J'ai essayé de ne pas laisser transparaître à quel point l'absence de maman me blessait, mais papa savait. Ta mère t'aime, a-t-il dit prudemment. Elle ne voit parfois pas clairement. Au lycée, j'ai développé une stratégie pour faire face au favoritisme. Je me suis concentré sur mes propres objectifs, j'ai passé du temps avec grand-mère Eleanor quand je pouvais, et j'ai essayé de cesser de chercher l'approbation de maman. J'avais quelques bons amis qui me valorisaient et des professeurs qui encourageaient mes talents. Papa faisait de son mieux pour me soutenir, bien que son travail exigeant signifiait qu'il n'était pas là autant que nous l'aurions souhaité. Mais peu importe à quel point je le rationalisais ou j'essayais de l'accepter, être traité comme moins que par sa propre mère laisse des cicatrices. Je suis devenu plus calme, plus autonome et j'ai commencé à me désengager émotionnellement des réunions de famille où Ethan était inévitablement le centre d'attention. En dernière année de lycée, le processus de demande d'admission à l'université a de nouveau fait monter la tension à son paroxysme. J'avais travaillé dur, maintenu une moyenne de 4,0, bien réussi mes SAT et construit un impressionnant portfolio de designs architecturaux. Plusieurs universités prestigieuses s'intéressaient à moi, y compris en offrant d'importantes bourses. Ethan, quant à lui, avait à peine obtenu son diplôme 4 ans plus tôt et en était à sa deuxième tentative d'université communautaire après avoir échoué la première fois. Pourtant, l'acceptation d'Ethan au programme de commerce de l'université d'État locale, après avoir enfin obtenu son diplôme d'associé, a été traitée comme s'il était entré à Harvard. Tandis que mon acceptation au programme d'architecture de Cornell avec une bourse de mérite substantielle a été mentionnée en passant. Cornell est si loin, fut la première réaction de maman. Et si froid. Es-tu sûr que tu ne serais pas plus heureux quelque part plus près de chez toi, comme là où Ethan va? Le contraste était si saisissant que même Ethan semblait mal à l'aise. Mec, Cornell, c'est l'Ivy League, a-t-il dit. C'est un gros truc. C'était l'une des rares fois où Ethan a reconnu la disparité dans la façon dont nous étions traités. Généralement, il ne le remarquait pas ou choisissait de ne pas le voir. Je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir d'accepter le traitement préférentiel qu'il avait toujours reçu. Pourquoi quelqu'un remettrait-il en question le fait d'être le préféré? Au moment où j'ai fait mes valises pour l'université, j'avais fait la paix avec le fait que je ne serais jamais le fils que ma mère voulait. J'ai décidé que je construirais une vie basée sur ce que je voulais, et non sur une quête incessante d'approbation que je ne recevrais jamais. Je me suis dit que j'avais fini d'essayer de gagner l'amour de ma mère. Mais comme quiconque a déjà été l'enfant défavorisé le sait, prendre cette décision et la vivre réellement sont deux choses très différentes. Cornell était exactement ce dont j'avais besoin. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui partageaient ma passion pour l'architecture et le design. Mes professeurs reconnaissaient mon talent, et mes camarades de classe respectaient mon travail. Surtout, j'étais à des centaines de kilomètres du rappel constant que je ne serais jamais à la hauteur d'Ethan aux yeux de ma mère. Le programme d'architecture était exigeant, mais je m'épanouissais sous la pression. Mes croquis et mes maquettes obtenaient constamment les meilleures notes, et en deuxième année, un de mes professeurs m'avait mis en contact avec un stage d'été dans un cabinet prestigieux à New York. Quand j'ai appelé la maison pour partager la nouvelle, papa a répondu au téléphone. C'est incroyable, Mason. Un stage comme ça pourrait te lancer pour toute ta carrière. J'entendais la fierté sincère dans sa voix, et ça signifiait beaucoup pour moi. Quand maman a pris le téléphone, sa réponse fut, comme prévu, tiède. C'est bien, chérie. Oh, papa t'a-t-il dit qu'Ethan a été nommé assistant gérant au magasin d'électronique? Ils lui ont donné son propre jeu de clés et tout. Je me suis mordu la langue pour ne pas faire remarquer que mon stage était avec un cabinet d'architecture de renommée internationale, tandis que la promotion d'Ethan était au même poste de vente au détail qu'il occupait depuis le lycée. Au lieu de cela, j'ai juste dit, c'est super. Dis-lui mes félicitations. Au cours de cette première année, j'ai aussi rencontré Audrey. Elle étudiait l'histoire de l'art et m'est littéralement rentrée dedans à la bibliothèque alors qu'elle portait une pile de livres sur l'architecture de la Renaissance. Nous avons fini par parler pendant des heures et à la fin de la soirée, je savais qu'elle était spéciale.
Audrey venait d'une famille chaleureuse et solidaire où les réalisations étaient célébrées, peu importe qui les avait accomplies. La première fois que j'ai visité sa maison pendant la pause de Thanksgiving, ses parents m'ont traité comme si j'étais important. Ils ont posé des questions sur mes créations, ont montré un véritable intérêt pour mes projets de stage et m'ont fait me sentir valorisé d'une manière qui m'était totalement étrangère. « Votre travail est fascinant », a dit le père d'Audrey en parcourant mon portfolio. « Vous avez un vrai talent pour mélanger les espaces fonctionnels avec un beau design. » Ce simple commentaire m'a presque tiré des larmes, car c'était exactement le genre de reconnaissance que j'avais toujours désiré de mes propres parents, et plus particulièrement de ma mère. De retour à l'école, j'ai également noué une amitié étroite avec mon colocataire Trevor. Il étudiait l'ingénierie et comprenait les exigences d'un domaine créatif technique. Nous avons noué des liens lors de nuits blanches avant de grands projets, partagions un sens de l'humour similaire et sommes finalement devenus le genre d'amis qui sont plus comme des frères que mon vrai frère et moi ne l'avions jamais été. Ta mère ne comprend vraiment pas à quel point ton travail est impressionnant, n'est-ce pas ? Demanda Trevor après avoir surpris une de mes conversations téléphoniques à la maison. Elle n'a jamais compris, ai-je admis. Je ne suis pas sûr qu'elle le fera un jour. Trevor secoua la tête. Tant pis pour elle, mec. Et il avait raison. Au fur et à mesure que mes années universitaires avançaient, j'ai construit un cercle de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais. Audrey, Trevor, mes professeurs, même la famille d'Audrey, tous voyaient en moi quelque chose que ma propre mère semblait ignorer. Pendant les vacances, quand je rentrais à la maison, la dynamique n'avait pas changé. Les réalisations médiocres d'Ethan étaient toujours célébrées avec enthousiasme, tandis que mes succès étaient brièvement reconnus avant que la conversation ne passe à autre chose. La différence était que j'avais maintenant suffisamment de validation externe pour que l'indifférence de maman me pique moins. Grand-mère Eleanor restait ma plus grande championne dans la famille. Elle avait déménagé dans une belle résidence pour personnes âgées, mais insistait toujours pour que je lui rende visite chaque fois que j'étais à la maison. Elle affichait mes dessins d'architecture dans son salon et se vantait de moi auprès de ses amis. « Tu construis une vie merveilleuse, Mason, me dit-elle pendant mes vacances d'hiver de 3e année. À tes propres conditions. J'admire énormément cela. » Au cours de ma dernière année d'université, le contraste entre la façon dont ma mère traitait Ethan et moi a atteint son paroxysme pendant les fêtes. J'avais récemment remporté un prestigieux concours étudiant qui incluait une publication dans une revue d'architecture, une réalisation majeure pour un étudiant de premier cycle. Pendant ce temps, Ethan avait finalement obtenu son diplôme en commerce après 6 ans et avait un entretien d'embauche avec une compagnie d'assurance locale. Au dîner de Noël, maman a porté un toast à la remise de diplôme d'Ethan et à son futur entretien, parlant pendant près de 5 minutes de sa persévérance et de sa fierté. Quand papa a ensuite essayé de porter un toast à mon prix, elle a coupé court après seulement quelques phrases. Et bien sûr, nous sommes fiers de Mason aussi. Maintenant, qui veut de la tarte ? Plus tard ce soir-là, je l'ai finalement affronté directement. Nous étions seuls dans la cuisine et j'ai décidé qu'il était temps d'aborder ce qui se passait depuis toute ma vie. Maman, puis-je te demander quelque chose ? Pourquoi mes réussites ne semblent-elles jamais compter pour toi autant que celles d'Ethan ? Elle a semblé sincèrement surprise. De quoi parles-tu ? Bien sûr qu'elle compte. Non, elle ne compte pas. Je viens de gagner un prix qui pourrait lancer ma carrière, et tu l'as à peine reconnu. Pendant ce temps, Ethan a enfin terminé le diplôme qu'il aurait dû obtenir il y a 4 ans et tu agis comme s'il avait guéri le cancer. Son visage se durcit. Ce n'est pas juste, Mason. Ethan a toujours eu plus de difficultés que toi. Les choses te viennent facilement. Elles ne viennent pas facilement, maman. Je travaille incroyablement dur. La différence, c'est que tu remarques ses efforts et tu ignores les miens. Tu es trop sensible, dit-elle d'un ton désinvolte. J'aime mes 2 fils également. Tu nous aimes peut-être tous les deux, mais tu ne nous traites pas de la même manière. Tu ne l'as jamais fait. Elle secoua la tête et s'occupa de ranger, mettant fin à la conversation. Rien n'a changé, mais au moins j'avais enfin dit ce que je retenais depuis des années. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai appris que je recevrais mon diplôme avec la plus haute distinction. La cérémonie inclurait une reconnaissance spéciale pour les quelques étudiants diplômés summa cum laude. J'ai envoyé des invitations formelles à mes parents et à grand-mère Eleanor des mois à l'avance. 2 semaines avant la cérémonie, maman a appelé. Mason, je ne suis pas sûr que nous pourrons nous rendre à ta remise de diplôme après tout.
Ethan vient d'apprendre qu'il a obtenu le poste d'assureur et ils organisent un dîner de bienvenue pour les nouveaux employés ce même week-end. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma remise de diplôme universitaire n'arrive qu'une fois, maman. C'est l'un des plus grands jours de ma vie. Je sais, chérie, mais ce travail est une si grande opportunité pour ton frère. Tu sais à quel point il a travaillé dur pour cela. Finalement, papa est venu seul. Grand-mère Eleanor, malgré ses 80 ans, a insisté pour faire le voyage également. Audrey et ses parents ont aussi assisté, applaudissant bruyamment quand mon nom a été appelé. Maman a envoyé un message. Félicitations. Désolé de ne pas avoir pu être là. Ethan te dit bonjour depuis son dîner d'entreprise. Alors que je me tenais là, en toge et mortier, entouré de personnes qui avaient choisi d'être là pour moi, j'ai pris une décision. Je n'attendrai plus rien de ma mère. Je vivrai ma vie, bâtirai ma carrière et trouverai le bonheur sans son approbation. C'était la seule voie à suivre. Je ne savais pas alors que le schéma de favoritisme allait atteindre des sommets encore plus douloureux dans les années à venir. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai accepté un poste chez Sullivan & Partners, un cabinet d'architecture avant-gardiste à Boston. Le salaire de départ était excellent. La réputation du cabinet était excellente, et cela me plaçait à environ 4 heures de ma ville natale, juste assez de distance pour rendre les visites fréquentes peu pratiques, sans me couper complètement de ma famille. Audrey et moi étions ensemble depuis 3 ans à ce moment-là, et elle avait obtenu un poste d'assistante conservatrice au Boston Museum of Fine Art. Nous avons décidé de déménager ensemble, trouvant un petit appartement charmant à Cambridge que nous pouvions tout juste nous permettre si nous combinions nos salaires de débutants. Ma carrière a décollé presque immédiatement. Les compétences et la créativité qui m'avaient distingué à l'université se sont bien traduites dans le travail professionnel. Au cours de ma première année, l'un de mes éléments de design a été intégré à un grand projet commercial, me valant une reconnaissance au sein du cabinet et un bonus inattendu. J'ai appelé la maison pour partager la nouvelle, espérant que le succès professionnel pourrait enfin me valoir l'approbation sincère de ma mère. Papa était ravi, posant des questions détaillées sur le projet et ma contribution. Maman a dit, c'est bien, chérie, avant de rapidement changer de sujet pour parler de la nouvelle voiture de fonction d'Ethan, un avantage standard pour tous les agents d'assurance à son niveau. Pendant ce temps, Ethan peinait avec les réalités de son travail. Le poste d'assureur ne se passait pas comme il l'avait espéré, et en 8 mois, il avait démissionné pour créer sa propre entreprise de vente de produits promotionnels personnalisés aux entreprises locales. Maman parlait de ce changement de carrière comme s'il était un entrepreneur visionnaire prenant un risque audacieux, plutôt que quelqu'un qui ne pouvait pas gérer la structure d'un emploi en entreprise. Ton frère est si courageux, me dit-elle lors d'un appel téléphonique, il faut un vrai courage pour parier sur soi-même comme ça. Ce qu'elle ne mentionna pas, mais que papa révéla plus tard, c'est qu'elle avait donné à Ethan $20 000 de ses économies personnelles pour lancer cette entreprise. Cet argent avait supposément été mis de côté pour nous deux, pour que nous l'héritions un jour. Je ne savais pas comment te le dire, a dit papa quand il me l'a finalement admis. J'ai essayé de la dissuader, mais tu sais comment elle est quand il s'agit de ton frère. La santé de papa avait commencé à décliner à cette époque. Des années de stress et de longues heures avaient fait des ravages, et à 60 ans, il fut diagnostiqué avec des problèmes cardiaques qui l'obligèrent à réduire considérablement sa charge de travail. Cela signifia que je commençais à rentrer plus fréquemment à la maison pour aider, malgré l'inconfort d'être confronté au favoritisme continu de maman. Pendant ces visites, je remarquais qu'Ethan venait rarement aider pour le jardinage ou les réparations de la maison, bien qu'il vive à seulement 20 minutes de là. Pourtant, maman trouvait constamment des excuses pour lui. Il était occupé avec sa nouvelle entreprise. Il avait des événements de réseautage. Lui et Rachel cherchaient des maisons dans de meilleurs quartiers. Rachel était la femme d'Ethan, une femme qui semblait parfaitement assortie à lui dans ses attentes de traitement préférentiel. Elle n'avait jamais travaillé pendant leur mariage, invoquant diverses activités créatives qui ne se sont jamais concrétisées en projets réels. Elle s'attendait à des cadeaux somptueux pour chaque occasion et se plaignait lorsque les offres ne répondaient pas à ses standards. Je ne peux pas croire que ta mère ne m'ait offert qu'un chèque cadeau de $100 pour mon anniversaire, l'ai-je entendu dire à Ethan lors d'un dîner de famille, la petite amie de ton frère a eu une chose similaire, et elle ne fait même pas encore partie de la famille. Ce que Rachel ne savait pas, c'est que le cadeau d'Audrey venait en fait de papa seul, tandis que celui de Rachel venait des 2 parents. La disparité persistait, même dans les moindres détails.
Pendant cette période, ma relation avec grand-mère Eleanor s'est approfondie. Alors qu'elle approchait de ses 80 ans, elle restait aussi vive que jamais et de plus en plus préoccupée par la dynamique familiale. « Votre mère a de bonnes intentions », me dit-elle lors d'un déjeuner privé alors que j'étais à la maison pour aider papa à se remettre d'une intervention mineure. Mais elle n'a jamais été capable de voir comment son comportement vous affecte, et je m'inquiète de ce que votre père l'ait toléré pendant tant d'années. Papa essaie, dis-je, le défendant instinctivement. Oui, admit elle. Mais essayer n'est pas toujours suffisant, n'est-ce pas? Parfois, il faut vraiment se lever et dire non. Alors que les problèmes de santé de papa persistaient, il commença à avoir de sérieuses conversations avec moi sur l'avenir. Lors d'une visite, il me demanda de faire une promenade avec lui dans le quartier, quelque chose que le médecin avait encouragé pour sa convalescence. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important », dit-il alors que nous marchions lentement devant des maisons familières. Il s'agit de mon testament et de ce qui se passera après mon départ. Mon estomac se serra. Je ne voulais pas penser à l'absence de papa. Mason, j'ai vu comment ta mère t'a traité par rapport à Ethan toutes ces années. J'ai essayé de compenser, mais je sais que cela n'a pas suffi. Papa, tu n'as pas à. Il leva la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai pris des décisions concernant ma succession que ta mère ne connaît pas. J'ai créé une fiducie séparée pour toi à laquelle elle ne peut pas accéder ni modifier. Je veux m'assurer que tu es traité équitablement, au moins de cette manière. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de l'appréciation pour sa tentative d'équité, de la tristesse que cela en soit arrivé là et de l'anxiété quant à la réaction de maman quand elle finirait par l'apprendre. Il y a autre chose, continua papa. J'ai parlé de tout cela à ta grand-mère. Elle s'inquiète de la façon dont ta mère pourrait gérer les choses quand je serai parti. Avant qu'il ne puisse élaborer, papa trébucha légèrement, posant sa main sur une clôture voisine pour se stabiliser. Son visage était devenu pâle. « Papa, tu vas bien ?» Il essaya de sourire de manière rassurante, mais je pouvais dire que quelque chose n'allait pas, juste un peu étourdi. « Rentrons. » Nous n'avons jamais terminé cette conversation. 2 jours plus tard, papa s'est effondré au travail et a été transporté d'urgence à l'hôpital. La crise cardiaque fut massive et, malgré les efforts des médecins, il n'a jamais repris connaissance. Juste comme ça, la seule personne qui m'avait vraiment vu dans ma famille immédiate était partie. Le jour où papa est mort, tout a changé. J'ai reçu l'appel de maman alors que j'étais en réunion avec un client. Sa voix était tellement étranglée par les larmes que je pouvais à peine la comprendre, mais les mots hôpital et crise cardiaque ont clairement traversé. J'ai immédiatement réservé un vol pour rentrer à la maison, appelant Audrey depuis le taxi pour l'aéroport. « Je te rejoins là-bas », a-t-elle dit sans hésitation. Ne t'inquiète de rien d'autre pour l'instant. Quand je suis arrivé à l'hôpital, maman était assise à côté du lit de papa, lui tenant la main. Les machines avaient été éteintes, mais il ne l'avait pas encore déplacée. Ethan se tenait maladroitement dans un coin de la pièce, Rachel à côté de lui, fixant son téléphone. « Il t'a attendu », a dit maman quand elle m'a vu, ce qui, j'ai appris plus tard, n'était pas vraiment vrai. Les médecins ont confirmé que papa était déjà décédé avant que je puisse éventuellement arriver, mais c'était une jolie pensée et l'une des rares choses réellement maternelles que maman m'avait dites depuis des années. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou d'arrangements funéraires et de paperasse. Bien que je sois le plus jeune fils, je me suis retrouvé à gérer la plupart des questions pratiques. Ma carrière en architecture m'avait donné des compétences organisationnelles qui se sont avérées utiles pour naviguer dans le chaos des certificats de décès, des maisons funéraires et des polices d'assurance. Maman s'est lourdement appuyée sur Ethan, l'appelant à toute heure et lui demandant de rester à la maison. Lorsque des décisions devaient être prises concernant le service, elle s'en remit à lui pour presque tout, du choix de la musique à la photo de papa qui serait exposée. « Que penses-tu que ton père aurait voulu ?» a-t-elle demandé à Ethan lors d'une séance de planification, malgré le fait que j'avais passé beaucoup plus de temps avec papa ces dernières années en raison de ses problèmes de santé. En fait, ai-je interrompu doucement. Papa m'a dit spécifiquement qu'il voulait Amazing Grace. C'était l'hymne préféré de sa mère. Maman a semblé surprise, puis légèrement agacée. Eh bien, Ethan pense que l'autre chanson serait plus appropriée, et il connaissait mieux les goûts de ton père. Je me suis mordu la langue, me souvenant que ce n'était pas le moment pour de vieilles disputes. Grand-mère Eleanor, qui était arrivée le jour après le décès de papa,
a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a adressé un sourire triste et entendu. Les funérailles furent bien fréquentées. Papa était respecté dans la communauté et avait de nombreux amis de son travail et d'organisation locale. On m'a demandé de prononcer l'un des éloges funèbres, que j'ai soigneusement rédigé pour honorer l'homme qui avait fait de son mieux pour combler le fossé dans notre famille fracturée. Mon père m'a appris que le succès ne se mesure pas à la reconnaissance mais à la satisfaction tranquille de faire ce qui est juste, ai-je dit, ma voix stable malgré le chagrin qui me serrait la poitrine. Il m'a montré que parfois, la plus grande force réside dans le soutien silencieux et que l'amour n'a pas toujours besoin d'être bruyant pour être réel. Du premier rang, j'ai vu maman s'essuyer les yeux en s'appuyant contre Ethan. Grand-mère Eleanor était assise, droite et digne, ses yeux ne me quittant jamais pendant que je parlais. Au bord de la tombe, la réalité de l'absence de papa m'a frappé de plein fouet. Alors qu'il descendait son cercueil, j'ai ressenti un changement fondamental dans mon monde. Le tampon entre le favoritisme de maman et moi avait disparu. Le discret défenseur qui avait tenté d'équilibrer la balance quand personne ne regardait ne ferait plus jamais une intervention subtile en ma faveur. Audrey se tenait à côté de moi, sa main ferme dans la mienne. De l'autre côté, de manière inattendue, se trouvait grand-mère Eleanor. À 80 ans, elle avait insisté pour rester debout pendant tout le service au bord de la tombe, refusant la chaise qui lui avait été fournie. C'était mon fils, avait-elle simplement dit. Lorsque le directeur des pompes funèbres avait essayé de la convaincre de s'asseoir. Je resterai debout pour lui une dernière fois. Après que tout le monde soit parti, grand-mère Eleanor m'a demandé de rester un instant avec elle. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main. Harold voulait que tu aies ceci, a-t-elle dit, utilisant le nom formel de papa, comme elle le faisait parfois. Il me l'a donné le mois dernier, presque comme s'il savait. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre, écrite de la main soignée d'ingénieur de papa, datée de seulement 3 semaines plus tôt. Mason, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors les conversations que nous n'avons jamais terminées devront le rester. J'ai passé trop d'années à regarder ta mère favoriser ton frère, me trouvant des excuses sur pourquoi je n'ai pas fait plus pour l'arrêter. La vérité est que j'étais un lâche à bien des égards. Je ne voulais pas risquer mon mariage en la défiant directement, alors j'ai essayé de me rattraper auprès de toi de petite manière. Je sais maintenant que ce n'était pas suffisant. Tu es devenu un homme extraordinaire malgré et non à cause de la façon dont tu as été élevé. Ton talent, ta gentillesse, ta résilience. Ce sont des qualités qui me rendent plus fier que je ne peux l'exprimer. J'ai pris des dispositions pour m'assurer que tu sois traité équitablement en matière matérielle après mon départ. Mais je sais que cela ne guérit pas les blessures émotionnelles d'une vie. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que je t'aime, mon fils, complètement et sans réserve. Tu n'as jamais été le second pour moi. J'ai lu la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la mettre dans ma poche. Grand-mère Eleanor me regardait, les larmes aux yeux. Il pensait chaque mot, dit-elle doucement. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, les questions pratiques de la succession de papa ont dû être réglées. La famille s'est réunie au bureau de l'avocat de papa, Monsieur Winters, pour la lecture du testament. Maman semblait confiante quant à ce qui allait se passer, ayant apparemment supposé que tout serait partagé équitablement entre elle et les 2 enfants, ou peut-être même avec une plus grande part pour Ethan. Monsieur Winters ajusta ses lunettes et commença à lire. Le testament était relativement simple. Maman recevrait la maison et son contenu comme prévu. Il y avait une police d'assurance vie qui lui assurerait une sécurité financière. Mais ensuite vint la surprise. La majeure partie des investissements personnels et de l'épargne de papa avaient été placés dans une fiducie distincte, avec moi comme seul bénéficiaire. Ce n'est pas possible, interrompit maman. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, Madame Walker, dit calmement Monsieur Winters. Votre mari a été très clair sur ses volontés. Il a mis à jour son testament l'année dernière, et j'ai personnellement vérifié qu'il comprenait les implications de ses décisions. Maman se tourna vers moi, un mélange de choc et de trahison sur le visage. Étais-tu au courant? Je savais que papa était préoccupé par l'équité, dis-je prudemment, mais je ne connaissais pas les détails. Le retour à la maison fut silencieux et tendu. Une fois arrivé à la maison, maman se rendit immédiatement dans sa chambre sans parler à personne. Ethan me tira à part, son expression inhabituellement sérieuse. « Écoute, je sais que les choses n'ont pas toujours été équilibrées entre nous, dit-il maladroitement. Mais devais-tu tout prendre?
Maman est vraiment bouleversée. Je n'ai rien pris, Ethan. Papa a pris ses décisions de son propre chef. Et maman est bien pourvue. Elle a la maison, l'assurance vie et ses propres économies. Je n'ai pas mentionné qu'une partie significative de ces économies avait déjà servi à financer ses entreprises. Pourtant, j'ai l'impression que tu as en quelque sorte monté papa contre nous. J'ai presque ri de l'ironie. Crois-moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans les semaines qui ont suivi, je suis retourné à Boston et j'ai essayé de digérer tout ce qui s'était passé. Le chagrin de la perte de papa, les sentiments compliqués concernant sa dernière tentative de rééquilibrer la balance, et la relation nouvellement tendue avec maman et Ethan pesaient lourdement sur moi. Audrey fut mon roc durant cette période. Elle écoutait sans jugement, me tenait quand le chagrin devenait accablant et m'encourageait doucement à me concentrer sur la guérison plutôt que sur le ressentiment. Un soir, environ 2 mois après la mort de papa, nous marchions le long de la Charles River au coucher du soleil. Nous discutions d'un week-end que nous avions prévu de faire avec papa avant son décès subit, une visite à Fallingwater de Frank Lloyd Wright, que papa avait toujours voulu voir. Nous devrions quand même y aller, dit Audrey. Ton père l'aurait voulu. Tu as raison, acquiesçai-je. Il était tellement excité à ce sujet. Nous nous sommes arrêtés de marcher, regardant l'eau alors que le ciel se colorait de teintes éclatantes d'orange et de rose. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point Audrey était devenue ma famille. La seule personne qui me voyait clairement et m'aimait sans condition ni comparaison. Épouse-moi, ai-je dit, les mots sortant avant même que je n'ai traité la pensée. Audrey se tourna vers moi, les yeux grands ouverts de surprise. Quoi? Épouse-moi, ai-je répété, plus confiante cette fois. Je n'ai pas encore de bague, et ce n'est pas comme ça que je comptais faire, mais je sais une chose avec certitude. Je veux construire une vie avec toi. Son sourire s'illumina plus fort que le coucher de soleil derrière elle. Oui, dit-elle simplement. Absolument, oui. Ce week-end-là, nous sommes allés à Fallingwater, et debout sur le balcon emblématique surplombant la cascade, j'ai fortement ressenti la présence de papa. Il aurait adoré cet endroit avec son harmonie parfaite entre les environnements naturels et construits. Et il aurait adoré Audrey, qui comprenait que ce voyage faisait partie de mon processus de deuil. De retour à Boston, j'ai acheté une bague, un diamant simple mais élégant qui, je le savais, convenait au goût d'Audrey. Nous avons pris des photos de la bague et de nous ensemble pour partager la nouvelle avec la famille et les amis. Les parents d'Audrey furent ravis, appelant immédiatement pour nous féliciter et commençant à parler des préparatifs de mariage. Trevor organisa une fête impromptue avec nos amis à Boston. Grand-mère Eleanor envoya une belle lettre manuscrite exprimant sa joie et incluant un généreux chèque pour aider aux dépenses du mariage. La réaction de maman fut considérablement plus modérée. Eh bien, c'est bien, dit-elle quand je l'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle. Avez-vous déjà fixé une date? Pas officiellement, mais nous pensons au printemps prochain. Oh, tu devrais peut-être reconsidérer cette date, dit-elle rapidement. Ethan et Rachel prévoient quelque chose de spécial pour leur 10e anniversaire à peu près à ce moment-là. Ils pensent à renouveler leurs vœux. J'ai ressenti la piqûre familière d'être considéré comme secondaire, mais je l'ai ignoré. Nous garderons ça à l'esprit, mais nous aimerions vraiment un mariage de printemps. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette conversation était le prélude à ce qui allait devenir l'exemple le plus douloureux à ce jour de ma place dans les priorités de ma mère. Audrey et moi avons commencé à planifier notre mariage avec excitation et optimisme. Nous voulions quelque chose de significatif mais pas extravagant, une célébration qui reflétait nos valeurs et notre relation. Nous avons trouvé un lieu magnifique, un bâtiment historique restauré d'une grande importance architecturale qui parlait à mes passions professionnelles et à l'amour d'Audrey pour l'histoire. Le lieu avait une disponibilité limitée, alors nous avons immédiatement réservé une date fin avril. C'était parfait. Les fleurs printanières seraient en fleurs, le temps serait probablement doux, et cela nous laissait un peu plus de 10 mois pour planifier. Nous avons envoyé des cartes d'avis de mariage à notre liste d'invités en juin, donnant à tout le monde un préavis suffisant. J'ai appelé maman personnellement pour m'assurer qu'elle avait bien reçu sa carte d'avis de mariage. Oui, elle est arrivée hier, a-t-elle confirmé. Le 27 avril, je l'ai mis dans mon calendrier. Super, dis-je, soulagé qu'il n'y ait pas de confusion. Nous sommes vraiment excités par le lieu que nous avons trouvé. C'est bien, chérie. Oh, avant que j'oublie, Ethan et Rachel sont passés hier avec la nouvelle la plus merveilleuse.
Ils prévoient une grande fête d'anniversaire pour leurs 10 ans. Ils pensent à faire une cérémonie de renouvellement de vœux, puis une grande fête. N'est-ce pas charmant? Bien sûr, dis-je, essayant d'avoir l'air enthousiaste. Quand prévoient-ils de le faire? Ils envisagent des dates au printemps. Rachel a toujours adoré les événements de printemps. Un pressentiment s'insinua en moi, mais je l'ai repoussé. Sûrement, ils ne choisiraient pas le même week-end après que nous ayons déjà envoyé nos cartes d'avis de mariage. Même dans ma famille, il devait y avoir des limites au favoritisme. Pendant les mois suivants, la planification du mariage s'est déroulée sans accroc. Audrey et moi avons choisi notre cortège nuptial avec Trevor comme mon témoin. Nous avons sélectionné un traiteur, engagé un photographe, et Audrey a trouvé une robe qu'elle aimait. Je me suis jeté à corps perdu dans la conception d'invitations uniques qui mettaient en valeur mon style architectural combiné à des éléments de l'histoire de l'art d'Audrey. Durant cette période, maman a appelé régulièrement, mais rarement pour se renseigner sur nos projets de mariage. Au lieu de cela, elle passait la majeure partie de chaque appel à parler de la célébration de l'anniversaire d'Ethan et Rachel, qui, apparemment, devenait de plus en plus élaboré chaque semaine. Il pense à le faire au country club, me dit-elle en septembre. Rachel veut porter sa robe de mariée originale, mais ils y ajoutent une écharpe bleue pour symboliser leurs années ensemble. Tellement créatif. J'ai essayé d'être de soutien, mais c'était difficile quand maman montrait si peu d'intérêt pour mon futur mariage. Lorsque j'ai réussi à lui parler d'un détail spécial qu'Audrey et moi avions prévu, elle le reconnaissait brièvement avant de ramener la conversation à l'événement d'Ethan. Fin octobre, alors que nous finalisions nos invitations formelles, j'ai reçu un message d'Ethan qui m'a fait un nœud à l'estomac. Salut, frérot. Je voulais juste te prévenir. Nous avons programmé notre fête d'anniversaire pour le 27 avril. Maman est super excitée de nous aider à l'organiser. J'espère qu'il n'y a pas de conflit avec quoi que ce soit que tu as prévu. J'ai fixé le téléphone avec incrédulité. Il n'y avait aucune chance que ce soit une coïncidence. Nous avions envoyé les cartes d'avis de mariage il y a des mois. Maman avait explicitement confirmé la date. C'était délibéré. J'ai appelé Ethan immédiatement. As-tu sérieusement programmé ta fête d'anniversaire le jour de mon mariage? Ai-je demandé sans préambule quand il a répondu. Oh, c'est le même jour? Je ne l'avais pas réalisé, a-t-il dit, bien que son ton suggérait le contraire. Ethan, nous avons envoyé les cartes d'avis de mariage en juin. Maman a confirmé qu'elle l'avait reçu. Comment aurais-tu pu ne pas le savoir? Écoute, ce n'était pas intentionnel, dit-il sur la défensive. C'était le seul week-end que le country club avait de disponible et qui fonctionnait avec l'emploi du temps des parents de Rachel. Ils viennent d'Arizona. Peux-tu le changer? Nous avons déjà versé des acomptes sur toutes et nos invitations sont sur le point d'être envoyées. Il y eut une pause. Je ne pense pas que ce soit possible. Nous avons déjà payé l'acompte non remboursable et Rachel tient vraiment à cette date. Vous ne pouvez pas déplacer le vôtre? Vous n'avez pas encore envoyé les invitations réelles, n'est-ce pas? J'ai ressenti une vague de colère si intense que j'ai dû prendre une profonde inspiration avant de répondre. Non, Ethan, nous ne pouvons pas déplacer notre mariage. Nous avons envoyé des cartes d'avis de mariage il y a 4 mois spécifiquement pour que les gens puissent s'organiser en conséquence. Tu connaissais la date. Eh bien, cela met maman dans une position difficile, dit-il, comme si c'était la principale préoccupation. Je parlerai à maman moi-même, ai-je dit, raccrochant avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Quand j'ai appelé maman, elle a répondu avec une bonne humeur qui n'a fait qu'intensifier mes soupçons que ce conflit n'était pas accidentel. Mason, je pensais justement à toi. J'ai trouvé ces jolies serviettes qui seraient parfaites pour ta réception. Maman, savais-tu qu'Ethan et Rachel ont programmé leur fête d'anniversaire le même jour que mon mariage? Son ton changea immédiatement. Oh, oui. À ce propos. C'est malheureux, mais c'était la seule date qui leur convenait. Le country club est très exclusif, tu sais. Maman, nous avons envoyé les cartes d'avis de mariage il y a des mois. Tu savais quand notre mariage était prévu. Je sais, chérie, mais c'est leur 10e anniversaire. C'est un jalon très significatif. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Et mon mariage n'est pas significatif? Bien sûr que oui. Mais tu dois comprendre, ils prévoient cela depuis des lustres. Non, ils ne l'ont pas fait. Nous avons annoncé notre date en juin.
Ils viennent de réserver récemment. Elle soupira comme si j'étais déraisonnable. Mason, je ne comprends pas pourquoi tu en fais tout un plat. Il y a plein d'autres week-ends. Pas pour nous, maman. Notre lieu est réservé, les acomptes sont payés, et les invités ont déjà fait leurs arrangements de voyage. Nous ne changerons pas la date de notre mariage. Il y eut une longue pause. Eh bien, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Et voilà, le moment que je redoutais. Elle envisageait réellement de manquer mon mariage pour assister à la fête d'anniversaire d'Ethan. J'attends de toi que tu sois à mon mariage, maman. Je suis ton fils et je me marie une seule fois. Tu me mets dans une position impossible, dit-elle, sa voix prenant le ton blessé qu'elle utilisait souvent lorsqu'elle était remise en question. Ethan serait dévasté si je n'étais pas là pour son grand jour. Et je ne serais pas dévasté si tu manquais mon mariage, ai-je demandé incrédule. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dois prendre le temps de résoudre ça. Après cette conversation, j'étais trop bouleversé pour penser clairement. J'ai appelé Audrey, qui est rentrée précipitamment du travail pour me trouver faisant les 100 pas dans notre appartement, incrédule. Elle envisage vraiment de ne pas venir, lui ai-je dit, luttant encore pour le digérer. Ma propre mère pourrait manquer mon mariage pour la fête d'anniversaire de mon frère. Le visage d'Audrey reflétait ma douleur. Oh, Mason, je suis tellement désolé. Quel genre de mère fait ça, ai-je demandé, l'enfant blessé en moi donnant enfin voix à la question que je portais depuis toute ma vie. Je ne sais pas, dit Audrey doucement, prenant mes mains dans les siennes. Mais je sais que nous aurons un beau mariage entouré de personnes qui nous aiment et nous soutiennent vraiment. Et si ta mère fait le mauvais choix, tant pis pour elle. Dans les semaines qui ont suivi, la situation a encore dégénéré. Maman a commencé à suggérer des compromis qui nous obligeaient tous à modifier nos plans pour accommoder Ethan et Rachel. Peut-être pourrions-nous avoir une cérémonie le matin et une réception le soir, ou peut-être pourrions-nous déplacer notre mariage au lendemain, en faisant un mariage du dimanche, alors que beaucoup de nos invités devraient voyager. Chaque suggestion rendait plus clair qu'à ses yeux, notre mariage était l'événement flexible, pas leur fête d'anniversaire. Des années de favoritisme subtil et pas si subtil avaient culminé en ceci. Le jour de mon mariage, qui n'arrive qu'une fois dans une vie, était moins important que la fête de mon frère célébrant un mariage qui, de toute apparence, n'était même pas particulièrement heureux. Grand-mère Eleanor était indignée quand je lui ai raconté ce qui se passait. Malgré son âge, elle a immédiatement proposé d'intervenir. « C'est allé trop loin, dit-elle fermement. Je vais parler à ta mère. » Je n'ai jamais su exactement ce qui a été dit pendant cette conversation, mais après, maman a cessé d'insister pour que nous changions notre date. Au lieu de cela, elle est restée silencieuse sur le sujet, ne confirmant ni ne niant sa présence à notre mariage. À l'approche de notre mariage et à l'échéance des confirmations de présence, j'ai fait une dernière tentative pour éclaircir la situation. J'ai appelé maman et lui ai demandé directement si elle viendrait. Sa réponse a brisé quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé être encore intact. Mason, j'ai beaucoup réfléchi à cela, et je ne peux tout simplement pas manquer la célébration d'Ethan et Rachel. Ils ont mis tellement d'efforts dans la planification, et Rachel ne me le pardonnerait jamais. J'espère que tu peux comprendre. Je n'ai pas pu parler pendant plusieurs secondes. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, elle était stable mais froide. Je comprends parfaitement, maman. Tu as fait ton choix clair. Pas seulement concernant le mariage, mais concernant notre relation future. Ne sois pas dramatique, Mason. Ce n'est qu'un jour. C'est le jour de mon mariage, dis-je calmement. Et tu choisis d'assister à une fête d'anniversaire à la place. Cela dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place avec toi. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant un long moment. La douleur était aiguë, mais en dessous, il y avait un étrange sentiment de clarté. La dynamique qui avait défini mon enfance et ma relation d'adulte avec ma mère avait enfin été mise à nu. Il n'y avait plus de place pour les excuses ou les rationalisations. Ma mère avait choisi, explicitement et sans ambiguïté, de privilégier mon frère plutôt que moi, ce qui aurait dû être l'un des jours les plus importants de ma vie. Et ce faisant, elle m'avait finalement libéré de l'espoir que les choses pourraient un jour être différentes. Le jour de notre mariage s'est levé clair et magnifique, avec le soleil printanier filtrant à travers les nouvelles feuilles et une douce brise portant le parfum des premières fleurs.
Le bâtiment historique semblait encore plus spectaculaire que lorsque nous l'avions vu pour la première fois, avec des fleurs blanches et de la verdure accentuant son architecture classique. Alors que je me tenais dans une pièce latérale, me préparant pour la cérémonie, Trevor a redressé ma cravate et m'a tendu un petit verre de whisky. Un toast avant que nous sortions, a-t-il dit, levant son propre verre, à la construction de la famille que tu mérites. J'ai souri, sincèrement touché par ces mots. Merci pour tout. Grand-mère Eleanor était arrivée la veille, insistant pour rester à l'hôtel malgré notre offre de l'héberger dans notre chambre d'amis. À 80 ans, elle semblait élégante et déterminée en se dirigeant vers le premier rang où ma mère aurait dû être assise. « Tu es beau, Mason, dit-elle, tendant la main pour me tapoter la joue. Ton père aurait été si fier aujourd'hui. » Ces mots signifiaient tout pour moi. Alors que je prenais place à l'hôtel, j'ai regardé les invités rassemblés. La grande et solidaire famille d'Audrey remplissait plusieurs rangées. Mes amis de l'université et du travail étaient mêlés aux siens. Les seuls sièges manifestement vides étaient ceux où ma famille proche aurait dû être. Mais alors que la musique commençait et qu'Audrey apparaissait au bout de l'allée, ces sièges vides ont cessé d'avoir de l'importance. Elle était radieuse, ses yeux fixés sur les miens alors qu'elle marchait vers notre avenir ensemble. À ce moment-là, je savais avec une certitude absolue que quelles que soient les blessures familiales que je portais, elles ne définiraient pas la famille que nous construirions ensemble. La cérémonie fut tout ce que nous avions espéré, significative, personnelle et remplie d'une émotion sincère. Nous avions écrit nos propres vœux, et alors que je promettais à Audrey de la chérir et de soutenir ses rêves comme elle avait toujours soutenu les miens, j'ai senti un sentiment de guérison commencer à prendre racine. À la réception, Trevor a prononcé un discours de témoin qui a soigneusement évité toute mention de ma mère et de mon frère absent. Au lieu de cela, il s'est concentré sur notre amitié, mon caractère et son admiration pour la relation qu'Audrey et moi avions construite. J'ai vu Mason surmonter les défis avec grâce et détermination, a-t-il dit, levant son verre. Et j'ai vu à quel point Audrey l'accepte et l'aime complètement pour ce qu'il est. Ensemble, ils nous rappellent à tous ce que devrait vraiment être une famille. La soirée fut remplie de danse, de rire et du genre de célébration authentique qui ne peut être fabriqué. Les parents d'Audrey me traitèrent comme leur propre fils, tenant à me dire à quel point ils étaient heureux de m'accueillir officiellement dans leur famille. Tard dans la soirée, grand-mère Eleanor trouva un moment tranquille pour me parler seule. « Je veux que tu saches quelque chose, dit-elle, sa voix forte malgré son âge. Ce que ta mère a fait aujourd'hui était mal, profondément mal. Et bien que j'ai essayé de comprendre son comportement au fil des ans, je ne peux plus lui trouver d'excuses. » J'ai hoché la tête, appréciant sa franchise. « Mais je veux aussi que tu saches ceci, a-t-elle continué. Tu as construit une belle vie, Mason. Tu as choisi l'amour et la croissance plutôt que l'amertume. Cela témoigne d'une force de caractère remarquable. » Le lendemain matin, alors qu'Audrey et moi nous préparions à partir pour notre lune de miel, j'ai pris la décision consciente de ne pas consulter les réseaux sociaux. Je savais que si je le faisais, je verrais probablement des publications de ma mère ou de mon frère concernant leur célébration d'anniversaire. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le début de ma vie conjugale et le voyage de 2 semaines en Italie qui nous attendait. Ce n'est qu'à notre retour que j'ai vu les publications. Il y avait des dizaines de photos de la fête d'anniversaire d'Ethan et Rachel, ma mère y figurant en bonne place. Elle avait l'air heureuse et fière, posant avec le couple et aidant à couper leur gâteau d'anniversaire. La légende parlait de tradition familiale et de célébrer une décennie d'amour avec ceux qui comptent le plus. L'exclusion était si complète, si délibérée qu'elle ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Je n'avais pas seulement été laissé de côté d'un événement. J'avais été effacé du récit familial tout entier. Après avoir vu ces publications, j'ai pris une décision que j'envisageais depuis des années. J'ai rompu tout contact avec ma mère. Je n'ai pas fait d'annonce spectaculaire ni envoyé de mail explicatif. J'ai simplement cessé de répondre à ses textos occasionnels et j'ai refusé ses appels peu fréquents. Pendant 2 ans, Audrey et moi avons construit notre vie ensemble sans ma mère. Ma carrière a continué de prospérer avec une promotion majeure, faisant de moi le plus jeune associé de l'histoire de mon cabinet. Audrey a obtenu un poste de conservatrice à part entière au musée, spécialisé dans les éléments architecturaux de l'art de la Renaissance. Nous avons acheté notre première maison, une maison à rénover avec de bonnes bases qui m'a permis d'utiliser mes compétences en design de manière pratique. Nous avons discuté de fonder une famille, commençant à planifier des enfants qui sauraient ce qu'est l'amour inconditionnel dès le début.
Durant cette période, grand-mère Éléanore est restée une présence constante dans nos vies. Bien que son âge rende les voyages difficiles, nous lui rendions visite régulièrement et elle se délectait de voir des photos des progrès de nos rénovations de maison et d'entendre parler de nos réussites professionnelles. Pendant ce temps, grâce aux mises à jour occasionnelles de grand-mère Éléanore, j'ai appris que l'entreprise d'Ethan était en difficulté. Le succès initial avait été de courte durée, et il avait cyclé à travers plusieurs idées d'affaires sans trouver de succès durable. Maman avait continué à fournir un soutien financier, épuisant encore ses économies. C'est durant cette période que j'ai reçu un prix d'architecture prestigieux pour un projet de logement urbain durable que j'avais conçu. La cérémonie de remise des prix a été couverte par plusieurs publications de l'industrie et, apparemment, la nouvelle est parvenue à ma ville natale. Le premier message de maman depuis des mois est arrivé peu après. Je viens de voir ton prix. Félicitations. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Je n'ai pas répondu. Le temps où son approbation aurait eu un sens était passé depuis longtemps. D'autres messages ont suivi dans les semaines suivantes. Chacun agissant comme s'il n'y avait pas eu d'éloignement, pas de mariage manqué, pas 2 ans de silence. Je pense à toi aujourd'hui. J'ai vu un bâtiment à la télévision qui m'a rappelé ton style. J'espère que toi et Audrey allez bien. J'ai montré ces messages à Audrey, incertain de ce que je devais ressentir face à cette soudaine tentative de connexion. Que penses-tu qu'elle veut, ai-je demandé. Audrey a réfléchi attentivement. Je ne suis pas sûr, mais je pense que tu devrais faire confiance à ton instinct quant à savoir si son intérêt est sincère. Mon instinct disait que non, et j'ai poursuivi ma politique de non-contact. Puis, environ 27 mois après notre mariage, j'ai reçu un appel inattendu de la résidence de grand-mère Éléanore. Éléanore avait été hospitalisée après une chute, et le pronostic n'était pas bon. J'ai immédiatement réservé des vols pour Audrey et moi. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons trouvé maman déjà là, assise maladroitement dans la salle d'attente. Nos yeux se sont croisés brièvement avant que je ne détourne le regard, me concentrant plutôt sur la recherche du médecin d'Éléanore. Les nouvelles n'étaient pas celles que j'espérais. À 82 ans, le corps d'Éléanore ne répondait pas bien au traitement et des complications étaient apparues. Le médecin a parlé avec franchise de se préparer au pire tout en espérant une amélioration. Au cours des jours suivants, Audrey et moi avons pratiquement vécu à l'hôpital. Maman est également apparue quotidiennement, bien que nous ayons réussi à coordonner nos visites pour minimiser les interactions. La seule fois où nous nous sommes retrouvés dans la chambre d'Éléanore simultanément, la tension était palpable jusqu'à ce qu'Éléanore elle-même l'aborde. Pour l'amour du ciel, dit-elle faiblement depuis son lit d'hôpital. Je suis trop vieille et trop fatiguée pour ça. Diane, va te prendre un café. J'ai besoin de parler à ma sonne seule. Après le départ de maman, Éléanore me fixa du regard direct qui avait toujours percé les faux-semblants. Ma sonne, je dois te dire quelque chose d'important. Je me rapprochai de son lit, prenant sa main frêle dans la mienne. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? J'ai pris des décisions concernant ma succession, dit-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. Des décisions que ta mère n'aimera pas, mais que je crois justes. Grand-mère, tu n'as pas besoin d'eux. Laisse-moi finir, interrompit-elle. J'ai observé pendant des décennies comment ta mère a favorisé Ethan, trouvant excuse après excuse pour un comportement qui ne le méritait pas. J'ai vu comment cela t'a blessé et comment cela a blessé ton père d'en être témoin. Je fais ma propre déclaration avec ce que je laisse derrière moi. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement serré doucement sa main. Tu as fait ma fierté, ma sonne, a-t-elle poursuivi. Tu as construit une belle vie malgré la douleur. Tu as choisi l'amour plutôt que l'amertume. C'est une force rare. 3 jours plus tard, avec Audrey et moi à son chevet, Éléanore s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Maman était partie juste 1 heure plus tôt, promettant de revenir le matin. Les funérailles ont été organisées rapidement, une petite cérémonie qui honorait la nature pratique d'Éléanore et son aversion pour les cérémonies excessives. Maman et moi avons maintenu notre distance, ne communiquant que lorsque c'était absolument nécessaire concernant les arrangements. Ce n'est qu'à la lecture du testament que la pleine portée des décisions d'Éléanore est devenue claire. La famille s'est réunie dans le même bureau d'avocat où le testament de papa avait été lu 3 ans plus tôt, bien que cette fois avec l'associé de Monsieur Winters, Mademoiselle Reed, qui présidait. La succession d'Éléanore était substantielle. En plus de son élégante maison dans la résidence pour personnes âgées,
elle possédait d'importants investissements et économies qui avaient fructifié au fil de décennies de gestion prudente. Le testament commença par de petits legs à diverses œuvres de bienfaisance et amis avant d'aborder la famille. À mon petit-fils, Ethan Walker, je laisse la somme de $10 000, avec l'espoir qu'il l'utilisera judicieusement. J'ai vu le visage d'Ethan s'affaisser devant le montant relativement modeste. Rachel, à côté de lui, n'a fait aucune tentative pour cacher sa déception. À ma belle-fille, Diane Walker, je laisse ma collection de photographies de famille et de correspondances personnelles afin qu'elle puisse mieux comprendre les valeurs qui ont guidé notre famille. Maman est restée très immobile, son expression illisible. À mon petit-fils, Mason Walker, et à son épouse Audrey, je laisse le reste de ma succession, y compris ma maison, mes investissements et tous les autres biens non spécifiquement désignés. Mason a démontré le caractère, la responsabilité et la compassion que j'apprécie le plus, et je lui fais confiance pour être un bon intendant de ce que je laisse derrière moi. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le reste représentait bien plus de $2 millions d'actifs, un fait que toutes les personnes présentes ont rapidement calculé. De plus, continua mademoiselle Reed, je suis chargé de remettre cette lettre à Diane Walker. Elle tendit à maman une enveloppe scellée. Les mains tremblantes, maman l'ouvrit et commença à lire. Je ne pouvais pas voir le contenu, mais j'ai observé son visage devenir pâle, puis rougir de ce qui aurait pu être de la honte. Quand la réunion s'est terminée, maman est partie rapidement sans parler à personne. Ethan s'est approché de moi sur le parking, son expression mêlant colère et confusion. « Qu'est-ce que c'est que ça, Mason ? Comment as-tu manipulé grand-mère pour qu'elle fasse ça ?» Je n'ai manipulé personne, Ethan. C'était sa décision. Bien sûr Bryat et il. D'abord papa, maintenant grand-mère. D'une manière ou d'une autre, tu as convaincu tout le monde que tu méritais tout. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je, fatigué. Et honnêtement, Ethan, après tout ce qui s'est passé avec le mariage, je ne pense pas que tu puisses jouer la victime ici. Rachel, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit soudain la parole. C'est à cause du mariage ? Sérieusement, tu gardes toujours rancune parce que ton frère a fait une fête d'anniversaire le même jour ? Passe à autre chose. Je la regardais incrédule. Ce n'était pas n'importe quel jour. C'était le jour de mon mariage, et ma mère a choisi d'assister à votre fête à la place. Alors, oui, ça compte pour moi. Avant que la conversation ne puisse dégénérer davantage, Audrey me prit doucement le bras. Nous devrions y aller, dit-elle doucement. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Elle avait raison, comme si souvent. Nous sommes partis sans autre confrontation, mais je savais que ce n'était pas la fin du drame familial. L'héritage avait modifié la dynamique du pouvoir d'une manière qui forcerait les problèmes longtemps enfouis à faire surface. Effectivement, 3 jours plus tard, j'ai reçu un texto de maman me demandant si nous pouvions nous rencontrer. Après en avoir discuté avec Audrey, j'ai accepté de prendre un café dans un lieu neutre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette rencontre allait marquer le début du chapitre le plus difficile et potentiellement le plus curatif de ma relation avec ma mère. Le café était bondé quand je suis arrivé, ce qui me convenait parfaitement. Les lieux publics minimisaient le risque de scènes émotionnelles, et après 30 ans à naviguer dans le favoritisme de ma mère, j'avais développé une forte aversion au conflit. Maman était déjà là, assise à une table dans un coin, les mains serrées autour d'une tasse comme si elle cherchait de la chaleur malgré la douceur du jour printanier. Elle paraissait plus âgée que dans mes souvenirs, avec de nouvelles rides autour des yeux et de la bouche qui témoignaient d'un stress récent. « Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais en face d'elle. J'ai hoché la tête mais n'ai pas parlé immédiatement. Après avoir commandé mon propre café, j'ai attendu qu'elle explique pourquoi elle avait souhaité cette rencontre. Je suppose que tu te demandes ce qu'il y avait dans la lettre de ta grand-mère, commença-t-elle, sa voix inhabituellement hésitante. Si tu veux me le dire, j'écouterai, dis-je d'un ton neutre. Elle prit une profonde inspiration. Éléanore n'a pas mâché ses mots. Elle a écrit qu'elle m'excluait de son testament à cause de la façon dont je t'avais traité tout au long de ta vie, en particulier ma décision de manquer ton mariage. Elle a dit qu'en favorisant constamment Ethan, j'avais échoué en tant que mère envers toi, et que la décision concernant l'héritage était sa dernière tentative de rétablir l'équilibre. J'ai été surpris par sa franchise. La maman que je connaissais aurait adouci le message, l'aurait reformulé pour se présenter en victime. Elle a aussi inclus des copies de lettres que ton père lui avait écrites au fil des ans, continua maman.
des lettres exprimant son inquiétude quant à la façon dont je te traitais par rapport à Ethan. Je n'avais aucune idée qu'il avait ressenti cela si fortement. J'ai pensé aux luttes privées de papa, à ses tentatives de compenser le favoritisme de maman sans la confronter directement. Papa a essayé de créer un équilibre là où il le pouvait, ai-je dit. Maman baissa les yeux vers son café. Mason, je sais que tu ne me croiras probablement pas, mais je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Dans mon esprit, je donnais juste à Ethan le soutien supplémentaire dont il avait besoin. Il a toujours eu plus de mal que toi. C'était la même justification qu'elle avait offerte pendant des années. Mais maintenant, assise en face d'elle après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas laisser passer cela sans réagir. Ce n'est pas vrai, maman. Ethan a eu des difficultés parce que tu l'as laissé faire. Tu as nettoyé ses erreurs, financé ses échecs et célébré sa médiocrité tout en ignorant mes réussites. Tu as créé la dynamique même que tu utilisais pour justifier ton favoritisme. Elle tressaillit à mes mots, mais ne les nia pas immédiatement. Après un instant, elle reprit la parole. Quand tu es né, tu étais si différent d'Ethan. Tu étais plus calme, plus autonome. Tu semblais avoir moins besoin de moi. Alors qu'Ethan était toujours demandeur d'attention, c'est devenu un schéma que je ne savais pas comment briser. Tu aurais pu le briser en étant présente à mon mariage, ai-je dit, les mots sortant plus durement que je ne l'avais voulu. C'était ta chance de me montrer que j'avais de l'importance aussi, et tu as choisi de ne pas la saisir. À ma surprise, les larmes lui montèrent aux yeux. Je sais. Il n'y a aucune excuse pour cela. Aucune. J'ai eu beaucoup de temps pour y penser depuis la lettre d'Eleanor, et je reviens toujours à cette décision. C'était impardonnable. Puis, pourquoi as-tu fait ça, ai-je posé la question qui m'avait hanté pendant 2 ans. Elle resta silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Quand elle l'a fait, sa voix était à peine un murmure. Parce que j'étais une lâche. Parce qu'Ethan et Rachel m'ont fait pression sans relâche, et j'avais peur de perdre ma relation avec eux si je te choisissais. Parce que j'avais passé tant d'années à construire mon identité autour du fait d'être la mère dont Ethan avait besoin que je ne savais pas comment être la mère que tu méritais. Son aveu me stupéfia. Dans toutes nos années de conflit, maman n'avait jamais reconnu son comportement aussi directement. L'ironie, continua-t-elle, c'est que j'ai quand même perdu ma relation avec toi. Et maintenant Ethan me parle à peine depuis la lecture du testament. Il me reproche de ne pas avoir réussi à faire changer d'avis Eleanor. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la justification que ma grand-mère avait vu la vérité si clairement, la tristesse pour la relation que je n'avais jamais eue avec ma mère. Et une étrange étincelle d'espoir inattendu qu'enfin maman commençait peut-être à comprendre les dégâts qu'elle avait causés. Je ne demande pas pardon, Mason, dit-elle, me regardant dans les yeux. Je ne le mérite pas, mais je demande une chance d'essayer de faire mieux, d'être dans ta vie, quelles que soient les conditions que tu fixeras. L'argent ne compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est que j'ai enfin réalisé ce que j'ai perdu par mes propres choix. Je voulais la croire. Mais après une vie de déception, la confiance ne venait pas facilement. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je finalement dit. Et si je décide de te donner une autre chance, il devrait y avoir des limites claires. Elle hocha rapidement la tête. Bien sûr. Tout ce que tu veux. Je dois aussi parler à Audrey. Cela l'affecte aussi. Je comprends. Et Mason, merci de m'avoir rencontré aujourd'hui. Je sais que tu n'étais pas obligé. Alors que je rentrais chez moi après, je me suis souvenu de quelque chose que grand-mère Eleanor m'avait dit un jour. Le pardon ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de créer la possibilité d'un avenir différent. Quand je suis rentré à la maison, Audrey m'attendait avec sa patience et sa sagesse caractéristique. Je lui ai tout raconté de la réunion, y compris l'aveu sans précédent de maman concernant ses échecs. Qu'en penses-tu, lui ai-je demandé. Suis-je fou d'envisager même de lui donner une autre chance? Audrey réfléchit attentivement. Je ne pense pas que tu sois fou, mais je pense que tu dois te protéger. Si tu décides de reconstruire une relation avec ta mère, cela devrait être sur des termes qui reconnaissent le passé plutôt que de faire comme s'il n'avait jamais existé. Et à quoi cela ressemblerait-il? Peut-être commencer petit. Un café une fois par mois, des limites claires sur les sujets de discussion, et surtout, la compréhension que si elle retombe dans ses vieilles habitudes, tu t'éloigneras de nouveau. Au cours des semaines suivantes,
j'ai profondément réfléchi à ce que je voulais. L'enfant blessé en moi aspirait à l'amour maternel que je n'avais jamais pleinement reçu. L'adulte rationnel reconnaissait que même si maman était sincèrement pleine de remords, des décennies de schémas de comportement ne changeraient pas du jour au lendemain. Finalement, je l'ai appelé et lui ai suggéré une autre rencontre, cette fois avec Audrey présente également. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille et j'ai exposé mes conditions pour rouvrir prudemment notre relation. Premièrement, j'ai besoin d'une reconnaissance que ce qui s'est passé tout au long de mon enfance et surtout avec le mariage était mal. Pas seulement regrettable ou un malentendu, mais mal. Maman hocha la tête. C'était mal. Tout cela. J'ai échoué en tant que mère, et il n'y a aucune justification pour cela. Deuxièmement, si nous voulons avoir une relation à l'avenir, elle doit être équilibrée. Cela signifie qu'il ne faut plus parler sans fin d'Ethan et de sa vie tout en montrant un intérêt minimal pour la mienne. Je comprends, dit-elle. Je veux savoir sur ta vie, Mason. Vraiment. Troisièmement, nous commençons petit, des réunions mensuelles comme celle-ci. Nous construisons la confiance progressivement. Cela semble juste, acquiesça-t-elle. Et enfin, je dois vous faire comprendre que c'est conditionnel. Si vous revenez à vos anciennes habitudes, si vous ignorez mes sentiments ou si vous privilégiez de nouveau Ethan d'une manière blessante, je romprai définitivement tout contact cette fois. Elle eut l'air peinée mais hocha la tête. J'accepte ces conditions. Je sais que je dois gagner votre confiance, et je suis prête à essayer. Les mois suivants furent un étrange nouveau chapitre dans notre relation. Maman a fait des efforts visibles pour changer, posant des questions sur mon travail et écoutant sincèrement les réponses. Elle a apporté des photos de mon enfance que je n'avais jamais vues auparavant, partageant des souvenirs d'une perspective que je n'avais pas entendue. Elle a même commencé timidement à construire une relation avec Audrey, reconnaissant son importance dans ma vie. Il y eut des faux pas, bien sûr. De vieilles habitudes refirent surface occasionnellement, comme lorsqu'elle défendait automatiquement Ethan quand je mentionnais son nom en passant. Mais contrairement à avant, elle se reprenait, s'excusait et essayait de faire mieux la fois suivante. 6 mois après cette réconciliation prudente, Audrey et moi l'avons invitée à dîner chez nous pour la première fois. Alors que nous lui faisions visiter, montrant les rénovations que j'avais conçues et mises en œuvre, elle s'arrêta dans ce qui serait éventuellement une chambre de bébé. « Vous planifiez » demanda-t-elle, regardant les murs à moitié peints. « Nous attendons un enfant » confirma Audrey, souriant. Terme en février. Les yeux de maman se remplirent de larmes. « Vous allez être des parents merveilleux » dit-elle doucement. « Vous deux. » Ce n'était pas une déclaration dramatique de changement. Il n'y a pas eu de moment digne d'un film où toutes les blessures passées ont été soudainement guéries. Mais dans cette simple reconnaissance de notre avenir partagé, j'ai senti quelque chose changer, la possibilité d'une relation différente. Pas parfaite, pas sans ses cicatrices, mais peut-être enfin basée sur le fait de se voir clairement. Quant à Ethan, notre relation est restée distante. L'héritage avait créé une rupture que son orgueil ne lui permettrait pas de combler. Occasionnellement, maman mentionnait des tentatives de se connecter avec lui, mais j'ai clairement indiqué que mes limites incluaient de ne pas être son soutien émotionnel concernant Ethan. C'est quelque chose que tu dois régler avec lui, lui ai-je dit. Ou avec un thérapeute, mais pas avec moi. Elle accepta cela, un autre petit signe de changement. Dans les années qui ont suivi, nous avons construit une relation prudente mais de plus en plus authentique. Lorsque notre fille Eleanor, nommée d'après son arrière-grand-mère, est née, maman est devenue la grand-mère que j'avais douté qu'elle puisse être, présente, solidaire et soucieuse de laisser à Audrey et moi l'espace pour élever nos enfants à nos conditions. Hello?
Oh no. Are you okay, bud? Are you okay? Yeah, I'm waiting for you to read. Hello? Yeah. Wait, you cut off the last bit of your speech. Huh? Wait. Till where did you hear me? I don't know. It went Like, AI at the very end. It was like meep bloop what the fuck? beep beep. Is it my internet? I'm sorry. I think your internet's okay. Oh, wait, did my stream crash? No. I don't think so. Okay. Okay, I'll just read the last part where I was. I do, when I know nothing, but I don't feel too sure about this whole affair. It has now come to the final point. You have had your joke, and alarmed or offended most of your relations, and given the whole Shire something to talk about for 9 days. Or 99, more likely. Are you going any further? Yes, I am. I feel I need a holiday, a very long holiday, as I have told you before. Probably a permanent holiday. I don't expect I shall return. In fact, I don't mean to, and I have made all arrangements. I'm old, Gandalf. I don't look it, but I'm beginning to feel it in my heart of hearts. Well preserved indeed, he snorted. Why, I feel all thin, sort of stretched, if you know what I mean. Like butter that has been scraped over too much bread. That can't be right. I need a change or something. Hmm. Man, is she okay? Wait. Ban. Did he die or something? I don't know. Her stream is fine. Can you hear me? I mean, I can hear myself. Yes. But hey, what happened? I'm lost. Are you okay? Yeah. Oh, good. Oh my god. Where are we? Oh. Are you doing something else? Like I can see you typing and doing things. Wait, we're not at the song yet, are we? No. We're in page Oh, holiday, 32. holiday, I found it. Oh Last. my god, thank god. Ah, ah. Oh, Alright, you were alright. lost.